Et on commence donc avec l'Union européenne qui accélère son virage pro-business. Et ça passe d'abord par de la simplification pour les entreprises. La mesure était très attendue et Bruxelles a officialisé hier la création d'une nouvelle catégorie, les petites entreprises à moyenne capitalisation, en clair les ETI, qui elles aussi peuvent désormais bénéficier de certains avantages et certaines exemptions. Caroline Morisseau. Les entreprises de taille intermédiaire n'auront plus à boxer dans la même catégorie que les multinationales. Elles seront désormais logées dans une catégorie à part, réservée aux entreprises de 250 à 750 salariés. Un seuil inférieur à celui prôné par le gouvernement français qui espérait embarquer toutes les entreprises jusqu'à 1500 salariés, alors que Bruxelles essayait de limiter ce seuil à 500. Au total, près de 40 000 entreprises européennes vont du coup être concernées. Le METI, qui représente les entreprises de taille intermédiaire, salue malgré tout un premier pas important. Jusqu'ici, il n'y a qu'en France que ces sociétés bénéficiaient d'un statut particulier. À Bruxelles, ces ETI pourront aussi bénéficier d'exemptions, données personnelles, devoirs de vigilance, reporting extra-financier. Tout cela reste à préciser, mais Bruxelles promet d'adapter leurs obligations avec un objectif, souligne Stéphane Séjourné, le vice-président de la Commission européenne, les aider à grossir. Alors voilà pour les ETI, mais avec le contexte commercial actuel, Bruxelles veut renforcer la compétitivité à tous les étages. La Commission propose du coup de lever tout un tas d'obstacles pour relancer le marché unique. Margot Faudéré. Oui, d'abord, Bruxelles veut renforcer la libre circulation des biens. Pour cela, elle propose par exemple d'uniformiser l'étiquetage des produits pour que les entreprises n'aient pas à adapter à chaque fois le packaging en fonction des pays. Elle souhaite aussi créer des standards communs quand il n'en existe pas, notamment pour les batteries ou pour les pompes à chaleur. Et puis la Commission veut aussi s'attaquer à toutes les normes nationales qui sont susceptibles de freiner l'arrivée des entreprises d'autres États membres. Par exemple, dans le domaine du recyclage, Bruxelles promet d'harmoniser les règles en matière de déchets. Et puis à côté de ces obstacles sur les biens, Bruxelles veut aussi libérer la mobilité des hommes. Aujourd'hui, il existe près de 6000 professions réglementées en Europe, des normes qui parfois empêchent les travailleurs de passer les frontières. Et donc la Commission souhaite pousser les États membres à mieux reconnaître les qualifications partout sur le sol européen. Bon, c'est assez simple, hein, Margot. La Commission, elle applique les recommandations du rapport Letta et Draghi. Effectivement, et la guerre commerciale a sûrement accéléré cette application, puisque les barrières non tarifaires entre les États membres plombent littéralement l'économie européenne. Selon une étude du FMI, elles représentent un surcoût moyen de 50% sur les biens et même de 110% sur les services. Alors vous le savez, depuis février, l'Europe est aussi frappée par des droits de douane américains. Bruxelles souhaite donc lever tous les obstacles qui limitent la production, surtout que ces simplifications pourraient aussi aider l'Union dans le contexte de guerre commerciale. Selon les calculs de la Commission qui sont rapportés par Politico, des droits de douane américains de 20% pourraient être neutralisés par une hausse de 2,4% du commerce intra-européen. Merci Margot. Sur ce front tarifaire, justement, Bruxelles vient d'envoyer une nouvelle proposition à Washington. Oui, avec plusieurs volets. D'abord des concessions sur les normes environnementales et les droits internationaux du travail. Dans ce document révélé par Bloomberg, la Commission remet aussi sur la table une réduction progressive des droits de douane à 0% dans les deux blocs. Sur les produits agricoles et certains produits industriels, elle propose enfin des achats stratégiques dans l'énergie et l'intelligence artificielle. Et pendant que les allers-retours s'enchaînent entre Bruxelles et Washington, c'est Bernard Arnault qui appelle l'Union européenne à trouver rapidement un accord. Le patron de LVMH qui était auditionné hier au Sénat et lui qui est un proche de Donald Trump se dit prêt à donner un coup de main dans les négociations. Jusqu'à aujourd'hui, ça me paraît relativement mal parti. Je pense que la négociation, elle doit être menée de manière constructive. Elle doit être menée pour aboutir, et donc avec des concessions réciproques. Vous avez vu ce qu'ont fait les Anglais, qui ont très bien négocié. Bon, j'espère arriver à convaincre, avec mes petits moyens et mes contacts, l'Europe de prendre une attitude aussi constructive. On ne peut pas reprocher à Bernard Arnault de ne pas avoir d'humour. De ses petits moyens et de ses humbles contacts. Il y a Bernard Arnault qui était au Sénat. Il y a une autre info selon Bloomberg. Oui, sur LVMH qui a averti d'une demande toujours faible sur le marché chinois. C'était lors d'une conférence privée hier avec des analystes. Et puis toujours sur fond de droits de douane, c'est Nike qui va augmenter ses prix aux États-Unis, plus $5 sur les baskets qui valent entre 100 et 150 $ et plus $10 pour les modèles plus chers. À ce stade, l'équipementier subit 30% de surtaxe sur les produits qu'il fabrique en Chine et 10% sur tout
toutes ses autres importations. Et puis Stellantis annonce presque 400 millions de dollars d'investissement aux États-Unis. Le constructeur veut développer un méga hub de distribution à Détroit qui doit permettre d'améliorer l'efficacité dans sa branche pièces détachées. 400 milliards, ça faisait un peu beaucoup. D'un coup. Mais bon, pourquoi pas, vu que tout le monde est attiré par les États-Unis. Nouveau record hier pour le Bitcoin. Oui, au-delà des 109 000 $ dans le sillage d'un vent d'optimisme aux États-Unis sur la réglementation du secteur. Et hasard du calendrier, on était à la veille d'un dîner ultra VIP organisé par Donald Trump pour promouvoir sa propre crypto-monnaie. Alors, on en parle dans le 3 minutes pour comprendre en direct avec Grégory Raymond, directeur général de la recherche de The Big Whale. Merci d'être avec nous. Ce dîner, ce soir, donc 220 VIP pour la promo de la crypto-monnaie. Si plus vous en avez acheté, plus vous avez des faveurs. Vous pourrez même peut-être toucher Donald Trump, lui serrer la main. Ça crée un malaise dans les cryptos où on se dit pourquoi pas, tout est ouvert. Oui, ça malaise, oui, effectivement. Je n'entends pas mal pas. Grégory, on vous entend absolument pas. Alors, on va essayer de vous rappeler par téléphone. Ça va être plus simple pour tenter de vous joindre. En attendant de reparler crypto, un mot justement de la dérégulation voulue par Donald Trump parce qu'il accélère sur le front des retraites. Il veut que les particuliers investissent dans le private equity. Oui, le président envisage d'ouvrir les régimes de retraite aux fonds de capital investissement et selon le FT, un décret justement à l'étude pour permettre d'orienter ces 9 000 milliards de dollars logés dans les fonds de pension vers le non-coté, Alexis Vallée. Donald Trump avait déjà initié le mouvement lors de son premier mandat. Avec ce décret, il élargirait l'accès aux fonds d'investissement des plans 401k, le système d'épargne retraite très répandu aux États-Unis. Les géants du private equity comme Blackstone, Apollo ou KKR convoitent depuis longtemps les milliards de dollars des retraités. Pour le moment, des restrictions sont imposées à certains fonds de pension détenant plus de 15% de leurs actifs en investissement non coté, ce qui permet d'assurer une protection au capital initial. Car investir l'argent des retraités dans des fonds d'investissement n'est pas sans risque. Problème de liquidité, baisse de transparence ou augmentation des frais. Pour le moment, les gestionnaires de fonds de pension hésitent à prendre cette voie, mais le décret de Donald Trump leur assurerait des protections supplémentaires face au risque de poursuite. Nombreux sont ceux qui ont déjà sauté le pas, comme Vanguard, Capital Group ou State Street, en s'associant à de grands fonds d'investissement avant même la signature de ce décret. Voilà pour les poursuites de la déréglementation aux États-Unis. On a retrouvé Grégory Raymond de The Big Whale. Vous nous disiez ce dîner ce soir autour de Donald Trump, c'est à proximité du fleuve Potomac dans un country club très chic. C'est pour les 200 VIP pour la promo de sa crypto-monnaie. 200 VIP qui ont donc acheté sa crypto-monnaie pour aller à ce dîner. Ça crée un malaise dans le monde des cryptos. Ben oui, tout à fait, hein, parce que en fait, dans ce décor, chaque décision présidentielle, en fait, elle devient suspecte. Chaque hausse de prix sur les marchés crypto sur ce même coin devient un peu un soupçon. Et du coup, en fait, chaque investisseur qui a acheté ce même coin devient un potentiel lobbyiste en puissance. Pour moi, c'est un peu la démonstration grandeur nature de ce que devient en fait le capitalisme politique à l'américaine, lorsque l'argent, le pouvoir, la technologie ne font qu'un. Mais bon, attention, il faut quand même bien distinguer Bitcoin du reste. Ce qui se passe actuellement avec Trump n'est pas représentatif de toute l'industrie crypto, bien sûr. Mais vous avez l'impression que ça fait du mal à la confiance, c'est quand même un sujet clé dans les cryptos de l'ensemble du secteur. Bah, disons que c'était pas positif pour l'ensemble du secteur, c'est sûr. Mais ce que fait Trump, disons que n'a pas d'impact sur le Bitcoin qui vit sa propre vie. Et d'ailleurs, on l'a vu ces dernières heures, un nouveau record historique a été touché. Vous connaissez des gens qui y vont de près ou de loin à ce dîner ou pas ? Bah, la personne vraiment symbolique qu'on peut citer, c'est la personne qui est le plus gros détenteur du même coin Trump, donc il s'appelle Justin Sun. Il a déclaré en détenir pour environ 20 millions de dollars. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce dernier était sous le coup d'une enquête de la SEC, donc le régulateur américain, et qui bizarrement a mis en pause ces derniers mois cette enquête juste après qu'il ait acheté des crypto-monnaies liées à Trump. Donc c'est impossible d'assurer que c'est ça qui a permis de mettre un terme aux poursuites dont il faisait l'objet, mais on voit bien à travers ce cas pourquoi c'est problématique qu'un président se sert de sa fonction pour lancer un projet crypto. Bon, en attendant, le Bitcoin, j'ai Étienne à côté de moi, 111 000 $, c'est ça, on est oui, là. C'est bien ça. Ce matin, on poursuit la hausse comme l'or. Il y a l'or et les cryptos qui montent.
Oui, exactement. Alors pour le Bitcoin, plus précisément, on peut quand même parler d'une tendance de fond, c'est l'entrée progressive mais continue du Bitcoin dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels. D'ailleurs, rien qu'hier, on a appris que l'ETF Bitcoin de BlackRock était rentré dans le top 5 mondial des ETF qui ont attiré le plus de liquidités en 2025. Donc c'est vraiment significatif. À côté de ça, vous avez un contexte d'incertitude croissante aux États-Unis. Il y a une instabilité politique, des tensions géopolitiques. Les taux des bons du Trésor sont en train de s'envoler. Et on dirait que Bitcoin apparaît de plus en plus comme une valeur de réserve alternative. En tout cas, ça attire une partie du capital en quête de protection et d'exposition face à un actif sans risque de contrepartie, comme en fait des bons du Trésor. Merci beaucoup Grégory Raymond d'avoir été avec nous. On suivra donc ce dîner un peu comme le Festival de Cannes. On regardera qui y va, comment ils sont habillés, où est-ce qu'ils sont assis, proches ou pas proches de Donald Trump. C'est Antoine Delard qui nous racontera tout ça évidemment demain matin. On finit avec Epic Universe, un tout nouveau parc d'attractions d'Universal qui ouvre ses portes aujourd'hui à Orlando. Oui, c'est le premier grand parc à thème qui ouvre dans la région depuis 25 ans. Il s'annonce comme une révolution pour le secteur avec cet objectif clairement de concurrencer Disney, Nathan Cocampo. Du ministère de la magie de l'univers d'Harry Potter au monde coloré de Mario, en passant par le village viking de la saga Dragon, avec Epic Universe, son 4e parc, Universal n'a pas fait les choses à moitié. 5 univers inspirés de ses licences emblématiques, plus de 50 attractions, une multitude de restaurants et un hôtel de 500 chambres. Le plus grand parc du groupe s'installe à 2 pas de Disney World, avec un billet journée vendu à partir de $139 pour aller récupérer une partie de ses 74 millions de touristes annuels. Après un report dû à la pandémie et plusieurs milliards de dollars d'investissement, ce mastodonte, le plus gros projet d'Universal, s'appuie sur les dernières technologies avec par exemple de la reconnaissance faciale pour fluidifier les lignes express de ses attractions. Universal poursuit sa stratégie de monétisation de ses franchises cultes. Un parc d'horreur va ouvrir à Vegas, un autre familial à Dallas et ce sera aussi l'arrivée du premier parc à thème européen au Royaume-Uni pour cette fois concurrencer Disneyland Paris dès 2031 et attirer plus de 8 millions de visiteurs selon les prévisions. 8h12 sur BFM Business et sur RMC Découverte, la bourse.